Bonjour. Maintenant, c'est autour d'un débat autour de comment les jeunes pousses voient l'industrie pharmaceutique. Je suis Pascal Bécache, fondateur du Digital Pharma Lab. Et autour de moi, j'ai des start-upers, des industriels de la santé, des VC et l'IPEPS, un incubateur très intéressant. Donc, on va commencer. Quel regard les jeunes pousses portent sur les industries de santé. Baudouin Petitpré, directeur général d'Apodis Pharma, comment tu vois, on se tutoie donc on continue, comment tu vois aujourd'hui cette collaboration, bien, mal, dur, difficile? Alors, on doit répondre rapidement. Donc on va dire long avec l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, on a évoqué dans les tables rondes que j'ai vues précédemment, a une maturité digitale un peu en retard par rapport aux professionnels de santé, par rapport à nos patients. Et du coup, le processus est très lent. Donc, je regarde Franck. C'est compliqué. Par exemple, j'ai une petite anecdote. On a passé 9 mois à proposer un projet sur la rupture d'approvisionnement parce qu'Apodis développe un logiciel SaaS pour améliorer la disponibilité des traitements en pharmacie. Pendant 9 mois, on explique ça à tous les acteurs de ce laboratoire, je ne dirai pas son nom. On va jusqu'au processus d'achat. Et changement d'orga, changement de présidence, arrêt total de la discussion. Mais quand on signe avec un laboratoire, ça se passe plutôt bien, une fois que cette phase de vente, parce qu'ils sont très rassurés par rapport à nos compétences. Parce qu'à Apodis Pharma, chez nous, on est des développeurs, des pharmaciens, et aussi des experts dans la data. Ils sont assez rassurés, finalement, ils jouent avec notre agilité. On avance bien une fois que c'est fait. Alors, est-ce que les labos... Bon, bonne chose. Est-ce que les labos doivent s'engager plus, à ton avis, avec les jeunes pousses? Et comment? Oui, je pense qu'il faut qu'ils s'engagent plus vite, parce que tout simplement, pour répondre aux patients, le patient, il est déjà digitalisé, il a cette envie de changer sa relation avec le professionnel de soins, d'avoir une médecine personnalisée, les 4 P, maintenant les 5 P avec les preuves. Mais il a besoin de digital et de data. Et du coup, les laboratoires doivent être un acteur avec les startups pour réaliser ces choses-là. Donc aujourd'hui, le problème, je pense, mais après je me plante peut-être, c'est les budgets. Les budgets, un laboratoire pharmaceutique, j'ai l'impression qu'ils font des copier-coller de leur budget 2019 sur 2020. J'espère que la Covid va faire en sorte qu'ils vont réallouer les budgets de manière différente. Parce que nous, ce qu'on constate à chaque fois qu'on fait un projet, c'est au détriment d'un budget classique. Tu veux dire qu'il n'y a pas de budget supplémentaire pour l'innovation, c'est juste on réalloue un budget qui part d'un côté et qui revient de l'autre. Et effectivement, les responsables d'innovation des laboratoires, ce qu'on constate, c'est qu'ils n'ont pas le budget. Ils doivent demander au business unit et convaincre la business unit qui veut, lui, un business immédiat. Donc nous... Tout simplement, chez Apodis, on fait des solutions avec des business qui, comme on a de la data, on fait de la donnée productive, on arrive à mesurer très rapidement le retour sur investissement. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les BU. Mais quand on est sur des concepts un peu plus compliqués, je comprends que les startups ont du mal. Nous, on arrive à montrer l'efficacité. Ce que tu veux dire, c'est qu'on reposera la question tout à l'heure à Benoît Brouard, c'est que tu veux dire, c'est que le court terme l'emporte sur le long terme? Malheureusement, oui. Le truc, c'est que nous, start-up, on arrive à mettre en place très rapidement des choses. On fait des POC. Il y a peu de risques, finalement, pour l'industrie. Tout simplement, ils vont tester, ils vont voir si le modèle marche. Par exemple, on a une autre solution sur l'efficacité commerciale pour optimiser les relations entre le pharmacien et le laboratoire. Et on teste sur quelques secteurs. Ils voient que ça rapporte du business. Ça leur coûte pas très, très cher. Et après, ils peuvent déployer à l'ensemble de... Et s'ils pensaient de le faire eux-mêmes, internaliser, j'ai entendu les tables rondes avant, on va internaliser beaucoup de choses, mais ça va leur coûter un bras. Et c'est pas leur culture aussi. C'est pas le savoir-faire de l'industrie pharmaceutique, c'est la recherche, de trouver des nouveaux traitements. Et du coup, je pense qu'il faudrait travailler un peu plus avec nous tous là, autour de la table, avec les investisseurs aussi, pour faire changer le modèle, et les patients l'attendent. Okay. Et les patients l'attendent, et le plus important, c'est les patients. Ok. Merci, on reviendra à toi tout à l'heure. Enfin, c'était très intéressant. Donc, je me tourne vers la deuxième start-up, Benoît Brouard, directeur général de WeFight, avec la marque Vic, qui est une marque avec plein de déclinaisons.
Donc déjà, que fait WeFight? En 2 mots, hein, franchement. En 2 mots. Donc on a créé Vic, qui est un compagnon virtuel pour les patients atteints de cancer et de maladies chroniques. Concrètement, Vic, c'est une application mobile avec laquelle les patients vont pouvoir discuter. Et le but de Vic, ça va être de les accompagner pendant toute leur maladie chronique, pendant tout leur parcours de soins. Avec comme proposition de valeur pour les industriels de la pharmacie, de réduire l'errance thérapeutique, mais aussi d'être capable de collecter ce qu'on appelle la donnée de vie réelle pour mieux comprendre comment les patients vivent leur maladie au quotidien. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Vous avez des clients, vous êtes bien financé, ça fonctionne? C'était vraiment un objectif quand j'ai créé l'entreprise en 2017, c'était de tout de suite signer avec un laboratoire. Donc en fait, l'entreprise a été créée en février 2017 et on a réussi à signer en juin. Donc c'était vraiment très important pour nous de valider d'emblée le business model. Effectivement, il y a, quand on travaille avec des laboratoires, peut-être des différences de timeline, on va dire. Forcément, une petite entreprise travaille pas plus rapidement, mais en tout cas sur des timelines beaucoup plus courts. C'est quoi la timeline la plus adéquate pour une start-up? Franck, il va nous maudire à la fin, mais c'est quoi la timeline la plus adéquate? Alors, je ne vais peut-être pas parler de timeline adéquate, mais peut-être de timeline qui a très bien fonctionné. Et voilà. C'était justement avec Janssen, où, en fait, 6 mois. Globalement, en 6 mois, on a réussi à concrétiser un partenariat. Et je pense que ce qui est important dans ce type de partenariat, c'est d'avoir une personne vraiment qui est référente au sein du laboratoire et qui va porter le projet aux différentes divisions de l'équipe, du laboratoire. Exactement. Donc, c'est ce qu'on fait au passage chez Digital Pharma Lab, où dans les saisons d'accélération de projet, on veut absolument qu'il y ait un référent qui soit... la personne qui puisse ouvrir toutes les portes au sein d'un labo dans un laps de temps très court. Donc la timeline la meilleure, c'est entre 3 et 6 mois, disons, et là, c'est formidable. Est-ce que ça marche à tous les coups? Alors ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, ça peut être plus ou moins long. Ça dépend de la culture peut-être du laboratoire. Il y a différents laboratoires fonctionnent différemment. Il y a certains ont des départements innovation qui ont un pouvoir important dans le laboratoire, d'autres peut-être un peu moins. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment identifier les bons interlocuteurs au sein du laboratoire pour avancer le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec Baudouin quand il dit c'est les BU qui ont plus de pouvoir que les directeurs innovation? Encore une fois, posant la question. Alors, je dirais que ça dépend des laboratoires. D'accord. Ok, ça dépend. Ça dépend. Ok. Policier. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait-il des raisons pour que les planètes s'alignent? C'est-à-dire, et en termes de timeline, et en termes de budget, comme l'a dit Baudouin, et en termes de pouvoir à l'intérieur des labos. Est-ce que ça pourrait s'aligner? Je pense que ça s'aligne. Je pense que dans de nombreux cas, ça s'aligne. Et ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à faire comprendre sa proposition de valeur et que le laboratoire, lui, il trouve un intérêt avec derrière des KPI en fait, qui va l'intéresser et pour lesquels il va s'investir pour que le projet aboutisse. Donc oui, aujourd'hui, clairement, je pense qu'il y a des alignements de planètes qui se font. Alors, quel conseil vous donneriez? Je reposerai la question à Baudouin. Quel conseil vous donneriez pour que les labos vous utilisent mieux, au fond? À WeFight, en tant que WeFight? Oui, et puis en tant que start-upper, d'une façon générale, et en tant que WeFight. Avec WeFight et Vic en particulier, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une solution qui est orientée vers le patient. On ne fait pas un digital thérapeutique, ce qui est associé à un traitement. On fait une solution qui va s'adresser à tous les patients et tous les traitements d'une même maladie. Et je pense que c'est ça qui est important à comprendre, déjà dans ce que l'on fait. Et également le fait qu'on n'est pas une agence et on n'est pas un prestataire. On est vraiment une entreprise qui crée une proposition de valeur avec Vic, avec différentes versions de Vic dans différentes maladies. Et le fait de créer Vic va permettre ensuite d'embrayer sur une autre proposition de valeur qui est la génération de données, la réalisation d'études. Alors c'est important ce que vous dites parce qu'on entend beaucoup parler de co-création. Et souvent, on confond co-création avec prestataire de services. Comment on fait, Baudouin, pour éviter cet amalgame et pour qu'on puisse vendre son propre produit? Je pense qu'au démarrage, effectivement, il faut écouter le besoin, la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille comme ça. C'est-à-dire que le besoin, c'est le patient. Qu'est-ce qu'il exprime? Qu'est-ce qu'il a besoin? Comment il veut se faire accompagner par rapport à son professionnel de santé? Et du coup, c'est une vision, c'est un boulot d'un produit. En gros, on parle de design de produit. Donc, nous, on a des compétences autour du produit. On a des spécialisés dans l'UX design, avec les ergonomes, de bien comprendre le besoin. Et effectivement, la co-création avec les laboratoires va être plutôt, nous, on propose un produit auprès des laboratoires pour mieux soigner les patients et qui va dans l'intérêt des laboratoires parce qu'ils souhaitent mieux soigner les patients dans leurs aires thérapeutiques. Mais je pense que cette histoire de co-construction entre un laboratoire et une start-up, c'est pas le même métier. Un laboratoire, il va faire de la recherche, il va essayer de trouver d'autres. C'est pas le même métier. Vous êtes d'accord, Benoît?
Je dirais que oui, il faut qu'il y ait de la co-création, clairement. Après, il y a peut-être un besoin d'accompagner, et pas forcément attendre que le travail soit fait à 50% de part et d'autre, mais arriver avec un outil qui est modulable et essayer justement de l'adapter aux besoins de l'industriel avec lequel on travaille. Ok. Bon, alors, la parole est à la défense. Donc, on a la chance d'accueillir Franck Sadian, donc directeur de l'innovation chez Parcours de soins. Et du parcours de soins chez Janssen France. Donc, merci Franck. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut répondre sur... déjà, commençons par cette histoire de prestataire. Alors, c'est pas les questions qu'on avait imaginées, mais ça fait rien, on se rebondit. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à adresser. Et puis, je répondrai à cette question de prestataire. Déjà, ce qui me rassure, c'est qu'on partage quand même des convictions communes. Et je trouve que ça, c'est important, c'est que finalement, la finalité de ce sur quoi on veut s'engager, sur lequel on arrive à collaborer, c'est apporter de la valeur pour les patients, pour l'écosystème de santé, les professionnels de santé. Et ça, c'est toujours, quand on arrive sur ces sujets-là, on arrive à de la co-création et à trouver des modalités de fonctionnement. Et donc ça sort totalement justement de l'univers de prestataire de services et on est dans quelque chose qui est dans la co-construction. Après, il y avait d'autres points qui étaient adressés et qui sont justes. C'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes timelines. C'est vrai, il faut l'accepter. On est dans des tailles d'entreprises grandes avec un certain nombre de process et un certain nombre de sujets au-delà du business qui étaient beaucoup adressés, qui est un sujet, mais qui est aussi tous les process réglementaires, juridiques, compliance, qui sont des gros sujets pour la pharma et qui sont des sujets qui, avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux services adressés, adressent de nouvelles questions où on n'a pas de recul. Et c'est des questions qu'on adresse au fil de l'eau et qui nous prennent un peu plus de temps que d'autres sujets. Mais globalement, je rejoins Benoît, on est aussi avec plein d'expériences très positives qui montrent qu'on a besoin d'être stimulé par l'externe et les startups nous stimulent pour transformer notre modèle et que ça nous bouscule et ça nous oblige aussi à avancer plus vite. Et on est capable en 6 mois d'adresser effectivement des solutions. Alors justement, vous parliez à juste raison du contexte réglementaire, compliance, etc. Je trouve que justement les responsables réglementaires et compliance, petit à petit, avec cette irruption du digital, deviennent de plus en plus, j'allais dire, compréhensifs et tentent des choses. Est-ce que vous avez cette expérience aussi ? Complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive d'ailleurs à aboutir et à trouver des solutions et on arrive à contractualiser, même si au départ, les barrières peuvent sembler importantes. Et ça a fait des discussions, des challenges en interne, parce que ça adresse des sujets, notamment, et je prends l'exemple de la collaboration qu'on a sur Vic, qui est un bon exemple, puisque c'est effectivement un service qui est dédié aux patients, et on sait bien que sur les services auprès du patient, c'est là où on a le plus de questions réglementaires, juridiques, compliance, pharmacovigilance. Et pour autant, quand on se met tous autour d'une table, qu'on regarde quelle est la valeur du service, quelle est la position du laboratoire et où est la limite, quelle est la contribution des partenaires externes, associations de patients, pour celles de santé, plus la start-up, on trouve le modèle qui fonctionne. Donc oui, je pense que les choses changent, surtout quand dans l'entreprise, et c'était un peu adressé par Baudouin et Benoît, surtout quand effectivement on apporte une valeur et que voilà, il y a quelque chose qui oblige à changer de modèle et quand l'innovation est déjà intégrée dans le modèle de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est un facilitant pour discuter, pour avoir déjà quelque chose où on a éduqué la population et l'ensemble de la population de l'entreprise sur un changement de mindset et de modèle qui est au cœur des sujets aujourd'hui de la pharma. Oui. Donc, en particulier dans les filiales, ce changement de modèle, ce changement de mindset dont vous parlez, il est en train de se faire, il est fait, on en est où ? Comment la Covid a accéléré ou pas ? Alors je pense qu'entre les laboratoires, peut-être que le niveau de maturité n'est pas au même endroit. Pour parler de ce que je connais le mieux, Janssen et le groupe Johnson & Johnson, il y a une culture de l'innovation qui existe depuis longtemps et on voit bien que effectivement là il y a eu des facteurs d'accélération. Donc la crise Covid a été un facteur d'accélération énorme. Je pense que ça a été dit, redit et on va continuer à le dire. Mais concrètement, ça permet d'accélérer les discussions et les décisions, parce que c'était aussi l'objet qui était posé par Benoît et Baudouin. C'est effectivement ça accélère la décision. Et il y a une réalité, c'était un des points qui était adressé, c'est que oui, on n'est pas dans des augmentations de budget par rapport aux investissements qu'on veut avoir. Donc, il y a des discussions à avoir en interne qui parfois prennent du temps de se dire
des ressources qu'on mettait sur du medical education, du marketing, d'autres options, effectivement se challenge aujourd'hui avec de nouvelles propositions de valeur pour des services auprès du patient ou auprès des professionnels de santé. Donc ces discussions sont en cours, elles sont parfois challengeantes, mais elles aboutissent dans de plus en plus de situations à la capacité de s'engager sur ces sujets. Donc quand on est une start-up, si je comprends bien ce que vous dites Franck, quand on est une start-up, et qu'on est engagé avec un laboratoire, on doit s'assurer qu'il va y avoir du budget. C'est presque quelque chose qu'il faut faire tout de suite. C'est en tout cas une discussion qu'il faut avoir, délimiter effectivement le périmètre du possible. C'est plus on a un cadre de quel est le niveau d'engagement budgétaire, plus ça permet aussi en interne d'avoir les bonnes discussions avec les bonnes personnes et pouvoir avancer. Est-ce que les laboratoires, quand vous discutez avec des startups, est-ce que vous passez par des appels d'offres ou bien est-ce que vous avez des coups de cœur? Qu'est-ce qui fait la décision de travailler avec une start-up? Ça aussi, c'était une question pas préparée. C'est une bonne question. Alors, je pense que là aussi, en fonction des process, si je prends mon exemple, on a des guidelines très précises en fonction du niveau d'investissement. On a une responsabilité de devoir engager un appel d'offres si on dépasse un certain seuil. Et en dessous d'un certain seuil, on a des benchmarks et on travaille avec les équipes de référencement du groupe qui permettent de s'assurer que le partenaire il est fiable, sérieux. Et ensuite, ça laisse plus d'agilité. Donc, ça dépend en fait du seuil d'investissement et il y a différentes modalités, process internes. Vous m'avez dit, quand on a préparé, vous m'avez dit les startups sont souvent très court terme, mais nous, on a besoin de réfléchir long terme. Vous pouvez élaborer un peu pourquoi vous avez tant besoin de réfléchir long terme? Alors, les réflexions long terme, c'est que souvent, les engagements que l'on prend avec les startups, on les réfléchit pour une pérennité en fait, de l'engagement dans des solutions, d'autant plus quand on est dans des solutions qui vont être à disposition des patients. On doit s'assurer qu'on a la capacité de le financer, ou en tout cas qu'il y a un modèle pérenne qui permette de garantir que cette solution, c'est pas one shot et que les patients vont pouvoir l'utiliser pendant 1 an. Et puis qu'après, s'il n'y a pas d'autres partenaires, s'il n'y a pas de relais financier, cette solution, elle ne sera plus à disposition des patients. Donc, c'est ces enjeux-là aussi qu'on doit adresser en interne et qui prennent du temps. Et c'est des engagements plus à moyen terme. Alors, engagement à moyen terme, vous mettez les moyens pour aider les startups justement à bien comprendre vos enjeux aussi à moyen terme. À part ça, quel serait un modèle justement soutenable pour une startup qui est un peu à court terme, parce que le cash... Il tourne vite. Donc, quel modèle le plus soutenable vous voyez? Est-ce que, par exemple, vous pourriez investir financièrement dans des startups? On posera évidemment la question au VC. Alors, je pense qu'il y a 2 niveaux dans les groupes pharmaceutiques. Il y a un niveau à l'échelle de la filiale du pays, où, en général, la plupart des modèles, c'est plutôt des collaborations plutôt que des achats. En revanche, au niveau vision Europe ou surtout au niveau global, il peut y avoir des acquisitions de start-up ou des prises de participation parce que on définit que la proposition de valeur, la technologie, elle va s'intégrer dans un pipeline de recherche et développement, en tout cas dans un projet stratégique pour le groupe. Donc il y a les 2 niveaux, mais souvent à l'échelle d'une filiale, on est plutôt sur des collaborations liées à des projets très spécifiques. Bon, on reviendra à ça parce que l'écosystème français de start-up est particulièrement vibrant. Il y en a beaucoup. Mais si les filiales n'arrivent pas à investir et que tout repose sur les VC... Alors, on a un rôle à jouer. Ouais. On a un rôle à jouer, c'est-à-dire que sur les exemples ce qu'on met en place sur les filiales, on a aussi un rôle et on a beaucoup d'actions en interne pour justement aider à ce scale-up au niveau international et faire en sorte que les équipes Europe, globales, aient connaissance aussi des initiatives dans les filiales et puissent s'inspirer et certainement aussi passer à d'autres modèles économiques à plus large échelle. Oui, vous avez la responsabilité de valoriser un peu cet écosystème français. Dernière question, est-ce que vous croyez à un modèle collaboratif entre labos? Moi, personnellement, j'y crois beaucoup. On l'a vu lors de la coalition Innovation Santé. Est-ce que ce modèle collaboratif pourrait prospérer entre labos? Alors, je pense que tout l'écosystème le veut et je pense qu'il y a une volonté d'y arriver.
Je pense qu'effectivement, la crise Covid a montré qu'il y avait de beaux exemples de collaboration. On y a contribué aussi, nous, en s'investissement, par exemple, aux côtés de Nouvéal et l'application Covidom. On réfléchit à cette initiative et je pense que ça va se développer de plus en plus, même si... Effectivement, il y a de la compétition entre les laboratoires, il y a la nécessité aussi d'avoir une valorisation singulière sur certains sujets, il y a de la compétition et de la nécessité de différenciation. Donc oui, je pense que ce modèle va se développer et que tant mieux qu'il y a eu cet exemple pendant la crise Covid et qu'on doit en tout cas accélérer en tenant compte de ce qui a bien fonctionné dans cette dynamique actuelle. Bon, bonne nouvelle, alors on va voir. Catherine Boulbe, bonjour. Vous êtes directrice générale de Carista, ex-Cap Décisif. Vous avez changé de nom récemment. Tout à fait. Comment soutenir cet écosystème français à un moment où, comme vient de nous dire Franck, les laboratoires, les filiales françaises des laboratoires, n'ont pas toujours les moyens d'investir localement? Là, vous me demandez comment je soutiens tout un écosystème. Non, mais comment... C'est compliqué quand même. Non, mais je pense que déjà, nous, on investit dans des sociétés très jeunes. Donc, on fait des séries qu'on appelle l'amorçage et série A. Donc, c'est les tout premiers tours d'investissement dans les sociétés au démarrage. Donc, c'est un peu différent quand c'est des sociétés plus établies. Mais donc c'est notre rôle, c'est notre mission quotidienne que d'investir dans des startups qui n'ont pas d'autres moyens de vivre et de se développer que de lever des fonds auprès de gens comme nous. Donc on est ravis si, et même on le recommande, si les startups se tournent vers leurs clients, qu'ils soient laboratoires pharmaceutiques ou autres grands groupes, rapidement. Parce qu'on pense que c'est très important de se frotter au marché très tôt. L'idée, c'est... toutes les entreprises, qu'elles soient start-up ou pas, elles ont besoin d'abord de clients et elles ont des fois aussi besoin d'investisseurs, mais c'est surtout les clients qui vont les faire vivre à terme. Donc, nous, on pense que Carista ne va pas soutenir tout l'écosystème santé français. Malheureusement, on n'a pas les moyens, même si on voudrait. On pense que c'est en effet un effort collectif et on ne peut qu'être d'accord si les pharmas sont prêtes à collaborer, même si c'est que les filiales françaises, très tôt avec les startups, et surtout leur dire ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Ce qu'attend finalement la startup très tôt. On parlait de co-création, co-développement, c'est savoir quel est le produit qui va vous aider, industriel, à apporter notre solution globale, molécule plus solution IT, si c'est le cas, sur le marché. Finalement, ce qu'on veut à la fin, c'est la même chose. En effet, c'est que le patient aille mieux et soit bien soigné dans des coûts raisonnables. Donc, les clients, les grands groupes, évidemment les investisseurs, c'est absolument indispensable qu'on fonctionne dans le même sens. Et le mieux, c'est quand même qu'on en parle ensemble avant, de savoir qu'est-ce que vous êtes capable de soutenir industriel. Nous, ici, on a quand même des modèles économiques, de rentabilité très particuliers, parce que quand on investit dans 10 sociétés... elles vont pas toutes au bout, on va dire, et donc celles qui vont au bout, elles doivent être susceptibles de rembourser toutes les autres. Donc on peut pas non plus tout financer, hein, c'est pas notre modèle à nous. Donc voilà, donc je pense que venez, industriels, nous aider à soutenir l'écosystème. Voilà, alors écoutez l'appel de Catherine. Et justement, quel conseil vous donneriez d'une part aux startups pour trouver ses clients, et finalement, quand vous investissez dans une startup, que ce soit en amorçage ou en série A, vous leur donnez sûrement des conseils parce que vous ne mettez pas l'argent comme ça. Et quel conseil, d'autre part, vous donneriez aux laboratoires si tant est qu'à un moment, c'est possible d'investir dans des startups? Alors, ce qu'on dit aux entrepreneurs, on leur donne les conseils en échange. Hein. Nous, on ne manage pas les sociétés, mais ce qu'on leur recommande, en effet, c'est d'aller se rapprocher des grands groupes assez tôt. Mais en restant quand même prudent, c'est-à-dire que trop tôt, c'est pas non plus le bon moment. Il faut pas tout livrer dès le démarrage. Alors, dans ce qui est digital health, ils sont pas forcément capables de le développer en interne, mais bon quand même. Et puis c'est le bon. Il y a un timing pour faire un deal avec un grand groupe. Donc nous, on est assez vigilants quand on regarde des sociétés qui ont des deals comme ça sur tout ce qui est exclusivité. Où sont les actifs, où est-ce qu'ils restent, où est-ce qu'ils s'en vont, ça c'est sûr, parce qu'il ne faudrait pas non plus que toute la valeur parte chez le client. J'ai eu un exemple récent où finalement la start-up, un peu contrainte par son partenaire, développait un produit finalement qu'elle n'allait
Pas pouvoir vendre ailleurs. Contre rien, qu'elle n'allait pas pouvoir vendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est bien, évidemment, l'industriel est content, l'investisseur moins déjà. Ouais. Donc ça, fermement, vous le recommandez pas. Ça, je ne recommande pas, non. Et donc, vous êtes attentive quand vous voyez une start-up de votre périmètre commencer à rentrer dans un partenariat trop exclusif avec un labo, lui dire attention. Trop exclusif, trop tôt, trop personnalisé aussi. Ou alors, il faut que ça soit rémunéré à sa juste valeur. C'est toujours pareil. Donc, ce que vous dites, c'est que les labos, avec plein de bonnes intentions, peuvent arriver finalement à tuer, à tarir par exemple la source de financement, et finalement à tuer la start-up avec les meilleures intentions du monde. Alors, c'est possible. Non, mais en tout cas, sans tuer, sans avoir peut-être des termes un peu forts, mais elles peuvent, en tout cas, rebuter un investisseur à investir dans une société parce qu'elles ont pris la plus grosse partie de la valeur potentielle de la société en signant un deal, même une licence, trop tôt, quoi. Donc, c'est pas facile. C'est une balance à trouver et qui est loin d'être évidente. D'autant que si la start-up n'est pas financée, elle a peut-être pas d'autre choix non plus au moment où ça se passe. Ouais. Donc, c'est un peu Mais est-ce que dans vos stratégies d'exit, c'est-à-dire au moment de la revente, vous n'êtes pas contre le fait qu'un labo peut racheter la start-up ? On est même très pour. Ouais. On est même carrément pour. Non, on n'est pas. C'est un peu antinomique quand même. C'est antinomique, c'est-à-dire que c'est un peu la poule et l'œuf. On voudrait que le labo soit prêt à racheter, si possible très cher, notre start-up dans laquelle on aurait investi, si possible pas trop cher, évidemment. Mais en même temps, on sait que si le laboratoire a trop d'emprise sur la façon dont la société développe son produit, finalement, c'est le seul potentiel acquéreur et donc on perd potentiellement d'autres options de sortie, donc c'est pas simple. Et pour anticiper sur votre deuxième question qui va être de dire est-ce qu'il faut mieux avoir plusieurs partenaires, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs clients et donc plusieurs, entre guillemets, possibilités. En même temps, on l'a vu, discuter avec un grand groupe, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pas toujours le succès à la fin et finalement, c'est des startups avec peu de monde et c'est quand même toujours le management et 2-3 personnes de tête qui font les discussions. Et en face, on a 10, 20, 30, 50 personnes qui, chaque fois, font repitcher les entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc, faut faire au mieux, en fait. Est-ce que les entrepreneurs, on dit souvent... fail fast, try again, quoi. Plantez-vous et puis recommencez. Donc, on parlait tout à l'heure de serial entrepreneur. Est-ce que il faut qu'il y ait des serial entrepreneurs ou est-ce qu'on a le droit quand même de réussir du premier coup ? Ça, vous l'avez dit en anglais, donc c'est une preuve. C'est-à-dire que je pense que c'est vrai outre-Atlantique. Je pense que c'est moins vrai en France. On aime quand même, malgré tout, pas trop bien les gens qui n'ont pas forcément bien réussi avant. On demande toujours d'avoir un track. Si c'est un track négatif, c'est pas un track, en fait. Donc, en théorie, ça devrait être ce que vous dites. En réalité, c'est moins simple, culturellement aussi, pour nous, Français et Européens, globalement. Donc, non, je pense que c'est pas tout à fait exact. Je pense qu'il faut y aller assez tôt pour se faire recadrer s'il faut sur le produit, sur le marché, sur la proposition de valeur, mais il ne faut pas forcément tout donner, quoi. D'accord. Bon, ok, c'est intéressant. Juste petite réaction, les deux start-upers, là, Benoît ? Non, je rejoins ce qui est dit sur le fait d'avoir peut-être deux partenaires auprès des industriels. C'est vrai que ça va représenter, en tout cas du côté de l'entreprise, peut-être 2 fois plus de travail en termes pour convaincre en tout cas les deux laboratoires et interagir avec les différents départements de chaque laboratoire. Donc c'est peut-être quelque chose qui, du côté de la start-up, est plus lourd à porter. Ouais. Moi, le seul constat, c'est que le labo dit... faut que je sois rassuré, il faut qu'il y ait des fonds qui soient dessus. Et le fonds dit il faut que je sois rassuré qu'il y ait des labos clients. Donc comment ça peut être des gens avec qui vous discutez qui ne sont pas encore clients. Ok, bon. Quel est l'effet de levier si une start-up reçoit un contrat commercial de 50 000 € de la part d'un labo? Quel va être l'effet de levier, sa valorisation, sa capacité à lever de l'argent? Est-ce que... Non, ça marche pas comme ça. Quand même. Non, mais on peut pas avoir il n'y a pas un tableur Excel vite fait, qui comme dit ça. Allez, 30, 40, 50, pof, la valo tout de suite derrière elle. Non, c'est plus la validation d'un modèle économique, d'un intérêt marché, c'est plus ça. Donc c'est beaucoup plus immatériel que même le montant d'un deal. C'est un peu comme quand on est une start-up qui est juste des slides et puis quand on a commencé à faire un pilote. Comment on valorise ce saut-là en fait, il n'y a pas vraiment
formules. Donc, mais pourtant, il y a une vraie valeur qui a été créée. Et puis après, quand on est à 10 sites et puis 100 sites, etc. Donc, je pense que c'est rassurant parce qu'il y a un client et donc on valide un besoin, on valide un modèle économique, c'est hyper important. Après, est-ce que c'est pour autant qu'on gagne 10, 15 millions de valos? Je ne peux pas vous dire ça. Ça dépend de tellement d'autres choses. Dommage. Bon, merci, on reviendra peut-être. Je me tourne vers Julien. Bonjour Julien. Julien Henrique, responsable de l'incubateur ICM. Absolument. À l'ICM. Ouais, ça fait plein d'acronymes. Ça fait plein d'acronymes, on peut expliquer ce qu'il y a derrière. Donc, c'est l'incubateur du coup de l'Institut du cerveau. Donc on est présent à la fois sur le campus de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et depuis l'ouverture à Station F où on gère le programme santé. Sur l'Institut du cerveau, sans surprise, on est plutôt sur des bibliothèques dédiées à la neuroscience et des outils R&D. Et sur Station F, on est plutôt sur du très transversal puisqu'on s'intéresse à différents aspects de la santé digitale. Et on a notamment l'honneur d'accompagner WeFight depuis quelques temps. Donc à Station F, c'est pas que de la neurotech, c'est tout. Absolument, c'est un peu la magie de la santé digitale, c'est qu'on part du besoin, on définit du coup son cas d'usage et on a des technologies comme celle de WeFight qui peuvent ensuite être appliquées dans tout un tas d'indications. Donc on ne voulait pas se fermer les portes. On a, nous, de toute façon, une proposition de valeur pour les entrepreneurs qui est autour de la validation scientifique et médicale. Donc on essaie de leverager du coup l'écosystème hospitalier qu'on a autour de l'Institut. Et bien sûr, s'il y a une opportunité de faire quelque chose dans les neurosciences, on le regarde aussi puisqu'on a les experts à domicile. D'accord. Bon, formidable. Donc le schéma est bien clair. Combien de startups aujourd'hui ? Aujourd'hui, 27 startups et un troisième incubateur dédié à la medtech qui ouvrira à la fin de l'année. Donc le nombre devrait, on l'espère, augmenter en 2021. Donc votre modèle, Julien, c'est de faire payer les startups qui viennent dans l'incubateur. Mais c'est aussi de trouver, bah oui, c'est normal, mais c'est aussi de trouver pour eux des débouchés. Alors absolument, donc on fait payer les startups, mais à partir du moment où vous demandez de l'argent à une structure qui n'en a pas beaucoup, si vous voulez être millionnaire, il ne faut pas avoir un incubateur. Donc oui, l'objet, c'est bien sûr de nouer des collaborations de recherche avec les cliniciens, avec les scientifiques, en impliquant les patients, pour développer des produits qui ensuite trouvent leur cible, que les patients ont envie d'utiliser, qui s'inscrivent dans le workflow des cliniciens, qui n'ont pas laissé de côté les besoins des paramédicaux. Donc nous, on est autour de ça. Maintenant, dans cette équation, il faut aussi rajouter les industriels. Voilà. Puisque c'est eux qui vont pouvoir derrière faire l'exploitation en général de ces solutions. Et donc on s'est rapproché d'eux il y a quelques temps en se disant qu'on avait déjà de bonnes relations avec eux sur la partie partenariat recherche, mais encore rien sur la partie start-up. Et que c'est dommage parce qu'il y a à la fois un besoin, et je pense que c'est aussi un peu ce qui ressort des discussions, c'est qu'il y a un besoin d'éducation, et je suis absolument pas péjoratif là-dessus, dans le sens où le niveau s'est largement élevé ces derniers temps, mais on voit encore des startups qui vont voir des pharma qui espèrent pouvoir signer hyper rapidement, qui comprennent pas la gestion des délais, les négociations complexes, les référencements, enfin toutes ces choses qui peuvent peut-être être améliorées, mais qui en tout cas en l'état peuvent être difficiles. Et de même, sur les groupes pharma, on s'adresse à des groupes d'une taille immense. Donc, même quand on a un partenariat, nous, avec une pharma, en fait, il faut penser aux individus qui composent ce groupe. Et il faut les emmener, en fait, les embarquer dans l'aventure. Et c'est ce que tu disais également. C'est important, nous, sur nos programmes, en tout cas, qui est à la fois un expert métier, qui soit un représentant de la BU et qui puisse, du coup, ouvrir l'accès à un certain nombre de ressources, mais qui est aussi un sponsor qui soit idéalement quelqu'un du COMEX et qui puisse du coup embarquer le reste de la structure dans le programme. Donc on est toujours vigilant sur ces aspects-là et on essaie à travers ce qu'on fait d'hybrider pharma et start-up à travers un certain nombre de rencontres, d'ateliers, etc. Mais ça, je pense que c'est aussi un peu dans l'ADN du Digital Pharma Lab. Aussi, oui, exactement. Tout à l'heure, Franck nous parlait de modèles soutenables, en disant que les investissements à l'échelle locale étaient difficiles. Un incubateur comme celui de l'ICM a quand même vocation de soutenir justement cet écosystème français. Donc c'est si difficile que ça ?
Alors, je fais une réponse de Normand, oui et non. Disons que, non, il faut dire oui ou non. L'intérêt de bosser avec des structures comme les nôtres, c'est, pour revenir sur ce que disait Baudouin, c'est éviter d'internaliser. Donc, on a les connexions avec l'écosystème, on a l'accès aux chercheurs, aux cliniciens, aux patients, et donc on peut très vite valider des besoins qui ont été remontés par une pharma et cibler du coup la bonne start-up qui est en capacité de remplir cette mission. Donc, nous, on se focalise là-dessus. Pour ça, du coup, on a des partenariats où on a un financement sur un certain nombre de ressources qui nous permettent d'aider la start-up. Après, est-ce qu'on pourrait avoir une poche supplémentaire pour financer le développement produit ? D'autant plus que, comme le disait Catherine, le risque quand on travaille avec une pharma, c'est qu'on a très envie d'avoir ce contrat et que parfois on va s'écarter en fait du produit initial. On s'écarte de sa roadmap, ça peut être très bien, ça peut payer, mais si jamais le partenaire se retire pour X raisons, changement stratégique ou la personne qui représentait le projet disparaît, on peut avoir des boîtes qui ont décidé de ne pas lever de fonds auprès de Carista et qui du coup n'ont plus les ressources pour pivoter. Donc oui, il y a un besoin de financement supplémentaire sur les solutions et je pense que nous, on fait gagner du temps et des coûts aux partenaires pharma avec lesquels on travaille parce qu'on est déjà implanté, on a déjà les méthodologies et le réseau. Est-ce que pendant cette période, tu as eu une accélération, une décélération, des startups qui disparaissent, beaucoup de startups qui apparaissent, plus d'argent, moins d'argent ? Comment je poserai la même question à Catherine. Honnêtement, il y a eu des prévisions catastrophistes sur les investisseurs, dire qu'ils allaient regarder uniquement leur portefeuille existant. Au final, il y a eu une légère décélération, mais le sourcing s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu de gros investissements sur la période, mais on voit que ça repart, en tout cas au niveau VC. Au niveau pharma, je dirais qu'il y a eu un transfert. Donc, on a vu, nous, des startups qui avaient opté pour une stratégie de bootstrap, donc sans levée de fonds, donc qui pensaient démarrer leur activité du coup sur la base de contrats. Et quand dans le modèle économique, on est centré autour de la pharma, on peut avoir des surprises dans une période de tension comme on l'a connu. Donc ces boîtes étaient très engagées dans des discussions ou avaient un deal en place et il n'y a pas eu une levée de la prochaine étape du contrat. Et dans ces cas-là, on arrive post-Covid, on n'a plus les fonds, le produit, parce que c'est plutôt sur des boîtes early stage que ça va impacter. Et du coup, on n'a plus de ressources en fait et la start-up ferme. Mais par contre, on a vu post-Covid et notamment à travers la coalition Innovation Santé, d'autres startups se faire financer plus rapidement et donc maintenant être dans des services hospitaliers et être utilisés par les patients. Et c'est, je pense, ce qui nous rallie tous aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup au fait que les startups du digital vont forcer un peu la syndication. J'ai entendu ce que Franck a dit, que c'est pas encore que c'est appelé des vœux des différentes personnes, mais c'est pas encore tout à fait prêt. Je pense quand même que ça va appeler la syndication. Tout le monde n'est pas prêt, c'est ce que j'entends. Mais est-ce que vous êtes d'accord, tous autour de cette table, pour penser que c'est une voie du futur ? J'insiste un petit peu parce que... Il y a la volonté. Il y a la volonté. Je pense que tous les parties prenantes veulent bosser ensemble autour de ça, d'innover là-dessus. Oui. Effectivement, il y a le financement qui crée le produit, qui apporte de la valeur à la chaîne des patients. Effectivement, je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde veut y aller ensemble. À la fois les fonds, les startups, on veut mieux soigner les patients. Et je pense que la Covid, a accéléré les choses. Dans le digital, on voit que tous les secteurs qui ont morflé, c'est le retail, c'est tout ce qui est... Donc aujourd'hui, on voit que le secteur de la santé, le secteur du digital et de la data est plutôt en essor aujourd'hui. Et ça permet d'accélérer finalement. C'est un mal pour un bien. Alors très bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y a un autre sujet. Souvent, les laboratoires attendent un petit peu aussi de la puissance publique, les remboursements. Donc c'est vrai pour les médicaments, mais c'est aussi vrai pour les applications digitales, ce qu'on appelle digital therapeutics, ou les médicaments digitaux, les applications qui vont avec. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de se dire qu'effectivement, on est aussi dans des projections à moyen-long terme, quand on veut s'engager aussi sur une solution, une collaboration. C'est de se dire
starter on peut être en termes de financement et permettre l'accessibilité du service ou de la solution. Mais c'est vrai que le bout du chemin, c'est de se dire si la valeur apportée auprès du patient, elle est prouvée, c'est comment effectivement il y a un relais par les institutions et de la prise en charge dans un parcours qui intégrerait un certain nombre d'éléments du traitement jusqu'à ces éléments qui viennent en plus du traitement apporter de la valeur. Ça, c'est sûr qu'on est tous en attente. Je pense qu'on va tous se réunir sur ce sujet, de voir aussi quel est le bout du tunnel et comment nos institutions intègrent dans des évaluations, dans une manière aussi de voir comment ensuite on peut intégrer ça dans une prise en charge qui ne dépend plus uniquement de projets au sein de l'industrie pharma, mais s'intègre complètement à la valeur du système de prise en charge santé. Catherine, quand vous évaluez justement l'opportunité de mettre des fonds, vous regardez cet aspect-là des choses, c'est-à-dire le côté finalement remboursement par la collectivité? Nous, on regarde le modèle économique, donc que l'argent vienne de la Sécu, de la mutuelle ou de l'hôpital, à la rigueur, peu importe, si à un moment donné il arrive. Par contre, il faut identifier cette source et il faut que ce soit crédible. Dans un temps acceptable. Donc, je pense que le sujet des remboursements, des solutions digitales, il est majeur. On part pas de zéro. En France, il y a déjà quelques solutions. Il y a des exemples, ouais, c'est ça. Remboursées. Quelques. Et en Europe d'ailleurs aussi, on voit que l'Allemagne est assez active, la Belgique ça commence, donc on n'est pas en retard pour une fois, donc essayons de ne pas prendre de retard. Mais évidemment qu'on regarde ça, je pense qu'on a beaucoup appris ces 10 dernières années sur ce sujet. C'est un nouveau champ, la santé digitale c'est nouveau, on apprend sur le regulatory, sur les remboursements, sur les modèles économiques, un peu sur la techno aussi. Donc l'avenir ne sera que meilleur. D'accord. À l'ICM, tu regardes, Julien, cet aspect-là aussi. Vous militez pour qu'il y ait plus de remboursement. Comment... Alors, vous êtes un peu au cœur du réacteur. Pas d'activité de lobby. Non, dommage. Sur le remboursement. Non, on travaille surtout, on essaie de mettre en relation nos startups avec les différents représentants des autorités publiques. Après, ICM, Institut du cerveau, on est, nous, focalisés plutôt sur le patient et sur la recherche. Donc, c'est pas dans le giron de ce qu'on fait. On le prend bien sûr en compte quand on incube une startup, puisque c'est essentiel pour son devenir. Benoît, c'est quelque chose que vous regardez, ça, quand vous sortez des versions successives de Vic? Est-ce que je vais pouvoir me faire rembourser ou pas? C'est pas notre focus primaire. Le premier focus, c'était vraiment de trouver des clients et de valider le business model. Mais là, on prépare notre prochain roadshow, justement, pour notre prochaine levée de fonds. Et dans cette levée de fonds, il y a une ligne de budget, clairement, là-dessus, pour médicaliser Vic, on va dire, et aller vers du medical device pour progressivement aller chercher le remboursement. Mais on est à un horizon plutôt 2022-2023. D'accord. OK. Bon. On arrive au terme de cette table ronde. Ce que je retiens, c'est globalement, il y a un écosystème assez formidable en France. Ça, c'est la première chose, on le savait déjà. La deuxième chose, c'est que les laboratoires pharmaceutiques font des efforts, mais... nous sommes là. Mais vous êtes là, font des efforts, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a encore des efforts à faire. La troisième chose, c'est que de l'argent, il y en a. Il me semble. Il en faut toujours. Mais il y en a. Donc, il y a tout à fait la capacité à continuer à faire foisonner cet écosystème. Donc, il faut continuer. Et puis, essayer de trouver des débouchés aussi internationaux en étant meilleur que les autres. On est dans une compétition mondiale. Donc, tout ce qui contribue à ce que cet écosystème, que ce soit les incubateurs, les accélérateurs, comme nous, comme ICM, les startups, les investisseurs et bien entendu les filiales des labos et les grands labos, on doit contribuer à faire en sorte que ça progresse. Donc j'espère qu'on se revoit bientôt. Merci Franck qui est là-bas au fond et ça va être à lui après. Je vous embrasse, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.